Bonjour à toutes et tous. Merci d'être présents pour ce troisième webinaire du cycle intitulé Parcours littoraux de demain, s'adapter avec la nature. Donc c'est un webinaire aujourd'hui sur lequel nous nous retrouvons intitulé Les solutions fondées sur la nature en milieu littoral, repérer et mobiliser les financements disponibles. Donc un webinaire plutôt centré, comme vous l'aurez compris, sur la thématique des financements, dans l'objectif de vous apporter des éclairages dans le montage financier de vos projets de SFN sur le littoral. Donc, comme vous pouvez le voir, plusieurs intervenants vont prendre la parole à tour de rôle aujourd'hui. Je vais les laisser se présenter très rapidement en 2 mots. Et donc, je vais avoir Valentine Norève en premier sur mon écran et je te laisserai passer la parole ensuite, Valentine. Bonjour, merci Anaïs. Bonjour à tous et tous. Donc, je suis Valentine Norève, je suis la directrice du programme Nature 2050, qui est le programme de mécénat porté par CDC Biodiversité et le Fonds Nature 2050, dont je vous parlerai après, mais on est une solution de financement privé pour les solutions fondées sur la nature. Du coup, j'ai Raquel après sur mon écran. Bonjour, Raquel Lacruz est chargée de communication pour le projet Life Adapt Plus. Du coup, je pense que Raquel a un petit souci de connexion. Je vais passer la main moi-même à Delphine. Bonjour à toutes et tous, je suis Delphine Baudry, chargée de projet à l'adaptation au changement climatique des territoires littoraux à la région Normandie. Eh bien, Manuel, tu peux prendre la suite. Oui, bonjour. Donc, je suis Manuel Sarrazin, je suis responsable du service littoral et mer à l'agence de l'eau Seine-Normandie. Ensuite, j'ai Mathilde. Bonjour à tous. Mathilde Fromage, chargée de mission adaptation des territoires littoraux au sein de la direction de l'eau et de la biodiversité, donc au ministère. Et donc Roméo pour terminer. Bonjour, Roméo Miara, donc au ministère également dans la direction biodiversité et en charge du suivi, notamment pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, des mesures biodiversité du Fonds vert. Merci Roméo. Donc je vais commencer à partager mon diaporama. Donc côté panéliste, n'hésitez pas à me dire si vous le voyez correctement. Je vais le lancer en diaporama. Est-ce que c'est bon pour vous? Vous voyez bien en version diaporama? Yes, super. Hop. Passe. Donc pour ce webinaire-là, en termes de déroulé, donc on va vous proposer en termes d'enchaînement de présentation une première intervention donc, de Roméo Miara et de Mathilde Fromage sur la mobilisation du Fonds vert pour le financement des SFN en zone littorale. La seconde intervention sera portée par donc Manuel Sarrazin et Delphine Baudry pour présenter les financements de l'Agence de l'eau Seine-Normandie et de la région Normandie, du coup dans leur périmètre territorial, et donc sur les sujets de l'adaptation des territoires littoraux au changement climatique à travers l'angle des solutions fondées sur la nature. Et enfin, on terminera par une intervention de Valentine Norève sur le programme Nature 2050 de CDC Biodiversité et sur la complémentarité des fonds privés notamment avec les fonds publics, donc un panel qui vous aurait été présenté juste avant. En termes de consignes, pour vous rappeler un petit peu pour le déroulé de ce webinaire, donc les micros sont coupés. Vous avez la possibilité d'interagir dans la boîte Q&R qui est dans la barre latérale en bas de votre écran, donc pour poser notamment vos questions aux intervenants, puisqu'on veillera à prendre 5 à 10 minutes de questions entre chaque intervention. Donc veillez à bien préciser et bien dérouler votre question dans la boîte Q&R et préciser au besoin à qui s'adresse votre question pour qu'on puisse la traiter à l'oral. Et si on n'a pas le temps de traiter toutes les questions à l'oral, les intervenants pourront y répondre aussi directement dans la boîte à questions. Donc sans plus attendre, on va laisser la parole à Roméo et à Mathilde pour cette première intervention autour de la mobilisation du Fonds vert. Donc je vous laisse la parole et puis je vous laisse m'indiquer pour passer les slides au besoin. Ouais, donc merci Anaïs. Donc le Fonds vert, c'est
outil de financement de la transition écologique dans les territoires qui a été lancé par l'État en 2023. Un fonds qui est surtout destiné dans son design aux collectivités locales en termes de porteurs de projets, mais pas que, hein, selon les mesures, il y a souvent des exceptions possibles pour les entreprises, des ports, des associations, etc. Donc c'est vraiment l'idée du Fonds vert quand il a été lancé, c'est de pouvoir amorcer des projets en faveur de la transition écologique sur différents thèmes dans l'ensemble du territoire français. Donc sur la slide suivante, on peut voir que le Fonds vert c'est subdivisé en différents axes qui ont eu quelques évolutions d'une année à l'autre depuis 2023, mais il y a une stabilité qui a pu s'installer. Et donc c'est à l'heure actuelle une vingtaine de mesures, donc autour de 3 principaux axes qui sont renforcer la performance environnementale, l'adaptation au changement climatique et l'amélioration du cadre de vie. Et il y a, on va dire, dans un côté un petit peu annexe, un volet biodiversité du Fonds vert, ainsi qu'un appui en ingénierie et notamment en montage de projets. Et donc aujourd'hui, parmi ces différentes mesures, celle qui nous intéresse plus particulièrement pour le sujet des SFN en zone littorale, c'est le financement d'une solution d'adaptation au changement climatique fondée sur la renaturation des villes et villages, l'adaptation au recul du trait de côte, soutenir la transition et la planification écologique des activités et des espaces maritimes et littoraux. Donc ces 3 mesures vous seront présentées par Mathilde juste après. Et enfin, dans la mesure biodiversité, il y a la protection et la restauration des espaces naturels. Donc, comme je le disais, juste le Fonds vert, c'est vraiment un dispositif qui a été voulu pour amorcer les projets et vraiment financer des projets qui n'auraient pas pu aboutir s'il n'y avait pas cet apport de financement de l'État. Mais l'idée, c'était aussi de vraiment générer un effet levier sur l'argent public apporté en faveur de la transition écologique. En 2024, on constatait que, au global, le Fonds vert, la part du Fonds vert dans le coût total des projets s'établissait environ à 15% dans les plans de financement des projets, ce qui peut varier selon les mesures, on verra un peu plus tard, mais par exemple pour la mesure biodiversité, on est sur un taux un petit peu plus élevé. Ensuite, ça dépend des qualités intrinsèques des projets et des capacités d'autofinancement, par exemple, des porteurs de projets ou de la faculté à mobiliser d'autres sources de financement. Mais voilà, dans son design, en tout cas, le Fonds vert a vraiment vocation à apporter des compléments de financement plus que financer en intégralité un projet. Donc sur la slide suivante, je laisse Mathilde vous présenter les 3 mesures qui la concernent. Merci Roméo. Oui, moi ce que je vous propose, c'est de vous présenter donc ces 3 mesures en faisant un focus sur les actions qu'elles peuvent financer, qui sont en lien avec les SFN littorales ou qui visent à soutenir les SFN littorales. La première mesure, donc, porte sur le financement des solutions d'adaptation au changement climatique fondées sur la renaturation des villes et des villages. Donc, c'est une mesure qui vise à soutenir des projets urbains qui visent à améliorer les fonctionnalités écologiques, notamment via des opérations de renaturation des sols et des espaces urbains. Donc, ce que vous voyez en bleu italique, ce sont des exemples de projets qui peuvent illustrer un peu ce à quoi les mesures ce qu'elles peuvent soutenir. Donc là, en l'occurrence, des opérations de désimperméabilisation, par exemple. Et puis, cette mesure peut aussi soutenir des projets qui visent à améliorer ou augmenter, renforcer la présence de l'eau et des milieux aquatiques en ville, par exemple via la restauration de zones humides. Alors, sur des espaces urbains, on peut penser à des zones vides qui peuvent
participer à recréer un continuum terre-mer, par exemple. Voilà, donc cette mesure porte plutôt sur un soutien à des études de diagnostic, l'ingénierie, des études préalables à la conception de projet. Et puis elle cible, comme disait Roméo, les collectivités territoriales et puis les groupements d'établissements publics, quoi, au sens large, les acteurs des territoires. J'ai oublié de préciser, puis on pourra passer à la slide d'après, toutes les mesures sont présentées dans des cahiers d'accompagnement qui sont accessibles sur la plateforme Aide des territoires. Et donc je pense que j'ai mis les liens spécifiques à chaque mesure en bas des slides, mais de manière générale, vous pouvez tout retrouver sur Internet. La seconde mesure, donc, qui est relative à l'axe 2 aussi, et qui vise à s'adapter au recul du trait de côte, là, elle vise à soutenir l'élaboration de stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte, donc des stratégies qui visent à orienter l'aménagement d'un territoire en intégrant les évolutions du trait de côte. Et donc, dans cette mesure, il y a une velléité de soutenir les actions de l'acquisition de données en vue de mettre en place, de définir ces stratégies, et puis aussi de soutenir des études et prestations nécessaires à l'élaboration de ces stratégies. Donc là, concrètement, la mesure ne permet pas de financer des projets SFN, mais via des stratégies les stratégies peuvent mobiliser des outils, des solutions SFN en articulation avec d'autres outils d'aménagement des territoires. Et dans cette mesure, il y a aussi un soutien potentiel aux actions de recomposition des territoires via les projets partenariaux d'aménagement. Et là encore, les SFN ne sont pas l'objet direct, mais peuvent être pris en charge au cas par cas en fonction des particularités de chaque projet ou chaque territoire. Voilà, je vais pas donc là pour ces deux actions, les cibles sont les acteurs publics territoriaux qui sont dont au moins l'une des communes est inscrite au décret liste qui définit les communes qui sont soumises aux enjeux du recul du trait de côte. On peut passer à la troisième slide, qui porte sur la troisième mesure. Je passe un peu vite, mais après on pourra revenir si vous avez des questions un peu plus en détail sur ces différentes mesures, mais je vois que le temps tourne, alors il y a quelques diapos derrière. Donc la troisième mesure, donc elle se rattache à l'axe 3 du Fonds vert, améliorer le cadre de vie, et cette fois vise à soutenir la transition et la planification écologique des activités et des espaces maritimes et littoraux. Et dans cette mesure, parmi les actions qui peuvent être financées, il y a les actions qui visent à soutenir un usage durable du littoral et de sa préservation. Derrière ce terme, il y a la notion d'aménagement durable et notamment le déplacement, les réhabilitations de sentiers du littoral pour l'adaptation aux aléas côtiers, au changement climatique, notamment lorsque le sentier peut subir un phénomène d'érosion. Et puis, dans un deuxième temps, cette mesure vise aussi à favoriser la transition écologique du patrimoine littoral et maritime. Et dans ce gros bloc d'action, il y a également des actions qui visent à la dépollution, à la renaturation de zones artificialisées, qui peuvent donc sur les espaces côtiers et donc qui peuvent être éligibles à un fonds financement pardon. Et pour terminer, dans les actions également finançables, c'était celle d'avant, le petit point d'avant, il y a encore les études et travaux pour la valorisation des paysages, qui là encore peuvent si on prend en termes d'exemple, peut-être qu'un projet de requalification paysagère avec la restauration via de la végétation indigène pourrait bénéficier d'un tel soutien. Voilà le panel des mesures sur lesquelles des projets de SFN peuvent potentiellement être soumis ou soutenus. Je te repasse la parole, Roméo. Ouais, merci Mathilde. Alors, pour vous présenter les mesures biodiversité du Fonds vert, donc globalement sur la période 2023-2025, c'est 300 millions qui ont été alloués à 3 mesures.
donc protéger et restaurer les écosystèmes, la réduction des pressions sur la biodiversité et les atlas de la biodiversité communale, dont alors les ABC, je ne mentionne pas forcément après, mais c'est des plans d'action réalisés par les communes qui veulent agir en faveur de la biodiversité. Et ces plans d'action, par ailleurs, pour des communes sur le littoral, peuvent très bien inclure des solutions fondées sur la nature. Donc c'est une mesure que j'ai pas explicité, enfin que je vais pas expliciter après, mais qui, à l'instar de ce que disait Mathilde, peut indirectement jouer en faveur de solutions fondées sur la nature pour des communes qui ont des enjeux sur les littoraux. Donc au total, c'est près de 2000 projets financés qui sont de toute taille. C'est les mesures avec la plus grande diversité de porteurs de projets éligibles. Donc collectivités, associations, sphère privée. Je pense qu'il y a, c'est retrouvable dans les cahiers d'accompagnement, mais il doit y avoir que les particuliers qui sont pas éligibles au fonds vert. Biodiversité. La sélection des projets est adaptée en fonction des priorités régionales. Donc ces priorités régionales, elles sont définies par les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, les DREAL, et elles ont notamment dans leur instruction des projets une vision sur l'articulation entre le fonds vert et ce qu'on disait avant, d'autres sources de financement dans les plans de financement des projets. Donc si on peut voir sur la slide suivante, le fonds vert, donc biodiversité, il a été créé pour une vision un peu plus d'ensemble, pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de biodiversité 2030, qui vise à répondre aux 5 pressions majeures identifiées sur la biodiversité. Et donc pour le coup, évidemment, les enjeux littoraux sont essentiels et l'utilisation des solutions fondées sur la nature sont clairement prioritaires pour la mise en œuvre de la SNB. Et si on accorde un petit peu de temps aux mesures qui nous intéressent sur la slide suivante, donc c'était protéger et restaurer les espaces naturels. Donc là, c'est la principale mesure auquel vous, en tant que porteur de projet, à laquelle vous pouvez vous référer. Notamment la sous-mesure restaurer les écosystèmes terrestres et marins dégradés, qui sert à financer des études préalables à la conception de projets, ainsi que de l'ingénierie territoriale pour monter des projets de restauration d'écosystèmes qui peuvent être basés sur des solutions fondées sur la nature, et des subventions d'investissement qui permettent la mise en œuvre concrète de solutions. Et donc là, on peut avoir, c'est à nouveau détaillé dans les cahiers d'accompagnement, mais des opérations sur le patrimoine, des mesures d'accompagnement pour réduire les pressions qui causent la dégradation de milieux. Et en Outre-mer, il y a également le financement de mise en place de mouillage écologique. Et donc pour illustrer tout ça, on va juste brièvement passer sur un projet de La Réunion, la commune de Des donc qui s'appuie clairement dans un contexte de recul du trait de côte, qui s'appuie clairement sur les solutions fondées sur la nature pour restaurer la biodiversité dans l'endroit concerné. L'ambition, c'était de lutter contre la perte de biodiversité des habitats côtiers sur cette zone, sur la zone littorale de la Perle Riflet, donc à La Réunion, et qui était une zone avec une forte activité économique et touristique, qui est basée elle-même sur la richesse environnementale du lieu, mais avec cette activité qui se développe, le site est un petit peu fragilisé. Et donc pour préserver toutes ces fonctions écologiques et les services écosystémiques du site, qui est notamment menacé par le recul du trait de côte, il y a eu plusieurs opérations donc de solutions fondées sur la nature qui ont été mises en œuvre. Alors ça s'est traduit par d'abord la suppression de cocotiers invasifs
qui ont ensuite été donc l'espace libéré par ça a permis ensuite de mettre des plans d'espèces végétales locales, ce qui a permis la mise en défense de 1200 mètres carrés d'espace naturel. Et donc, au-delà de ça, il y a aussi diverses opérations de préservation d'autres espèces végétales locales, etc., qui permettent l'entretien régulier de 3000 mètres carrés de surface côtière. Et donc, voilà, toutes ces opérations de gestion qui également peuvent être financées par le Fonds vert vont favoriser la pérennité la pérennité du lieu et sa bonne portance environnementale. Le plan de financement du projet, la subvention demandée au titre du Fonds vert est de 48 000 € pour un coût total de 161 000. Donc, comme je vous disais, sur la mesure de biodiversité, on peut avoir des taux d'aide des projets un petit peu supérieurs à ce qu'on peut retrouver dans d'autres mesures. Pour les collectivités locales, ça reste plafonné à 80%, mais la subvention peut aller jusqu'à un financement de 100% du projet s'il est porté par une association, par exemple. Même si on essaye de limiter ce cas de figure dans une optique d'effet de levier. Mais après, voilà, si les services instructeurs constatent que c'est trop difficile d'aller mobiliser d'autres sources de financement, ils peuvent prendre cette décision. Et en l'occurrence, ici, c'est un projet qui a su aller mobiliser, au-delà du fonds vert, des fonds européens, des fonds propres à travers la commune de Dé qui a elle-même participé au financement du projet, et un partenariat avec le Parc national de Guadeloupe. Donc voilà, 4 sources de financement différentes sur ce projet de restauration basé sur les solutions fondées sur la nature. Donc, si on peut conclure sur un point de vue un petit peu plus pratique, comme disait Mathilde, vous retrouverez sur le lien suivant, si jamais le support vous est transmis, et de toute manière, je pense que les liens vont vous être envoyés en parallèle, vous retrouverez sur un territoire l'ensemble des mesures du Fonds vert, auxquelles voilà, vous pouvez soumettre des demandes de financement. Donc ça traite, il y a celles qu'on vous a présentées, mais il y en a au total une vingtaine, donc peut-être d'autres qui peuvent vous concerner sur d'autres types de projets. Et donc vous trouverez dans ces fiches fonds verts un descriptif local des critères d'éligibilité et plus en détail les types de projets qui peuvent être financés dans les cahiers d'accompagnement. Et donc l'idée c'est ensuite déposer votre projet dans démarche simplifiée. Et les projets sont instruits par les DREAL ou les agences de l'eau. Pour ce qui est des projets de diversité, en tout cas, ils sont instruits par les DREAL ou les agences de l'eau. Et je pense que pour les autres mesures, c'est également les DREAL, peut-être les DDTM. Mais voilà, et donc avec des projets qui sont revus dans des comités de programmation, des comités des financeurs, une ou plusieurs fois par an, et validés par les préfectures lorsqu'ils sont soumis par les services instructeurs. Donc voilà un petit peu comment ça se passe si jamais vous faites une demande de financement auprès du Fonds vert. Donc maintenant, si on a des questions auxquelles on peut répondre, on est à votre disposition avec Mathilde. Merci beaucoup Roméo et Mathilde. Et oui, Raquel va pouvoir prendre les questions dans la boîte à questions et vous les poser. Alors, on a 2 personnes qui ont posé des questions sur la pérennisation des fonds verts à partir de 2026, notamment sur la mesure de protéger et restaurer les espaces naturels. Alors, à vrai dire, étant donné ce qui, par exemple, s'est passé hier, je dois avouer qu'on n'a pas forcément beaucoup de visibilité nous-mêmes à vous donner. En tout cas, les services de la direction biodiversité et du ministère de la transition écologique en général font tout pour préserver, tant que faire se peut, le financement des projets liés à cette mesure, protéger, restaurer les écosystèmes, mais même à l'ensemble des autres mesures. Maintenant, le contexte actuel nous permet pas
je pense, de dire ce qu'il en sera en 2026. Tout ce qu'on peut dire, c'est que nous, on fait tout ce qu'il est possible pour maintenir le dispositif et continuer de financer un maximum de projets en faveur de la transition environnementale. On a une deuxième question sur la possibilité de cofinancer des projets s'étalant sur plusieurs années et notamment la possibilité de cumuler le fonds vert avec d'autres fonds publics. Alors, ça, en tout cas, sur les mesures de biodiversité, et c'est peut-être également le cas pour les mesures de Mathilde, je te laisserai compléter si besoin, mais pour les porteurs de projets, si c'est des collectivités, c'est tout à fait possible de cumuler le fonds vert avec d'autres fonds publics. Si le porteur de projet est une collectivité, néanmoins, les fonds publics apportés par l'État ne peuvent se limiter qu'à 80% du coût total du projet. Il faut une part de 20% minimale de fonds propres ou de fonds privés. Et il est tout à fait possible également d'avoir un projet qui se passe sur plusieurs années. On a des projets qu'on a financés en 2023, dont on sait que ils vont durer jusqu'à 2027, voire même peut-être 2028, et donc ça c'est encore tout à fait possible. Et donc voilà, l'articulation avec d'autres fonds publics également. Nous n'avons pas d'autres questions. Mathilde, est-ce que tu souhaitais compléter ce que j'ai vu que tu ouvrais ton micro? Ah, on n'a plus le son, visiblement, de ton côté, Mathilde. Non. En tout cas, de mon côté, je n'ai plus de son. Donc, Mathilde va vous répondre pour les mesures d'adaptation plutôt par écrit directement. Donc, merci beaucoup à Roméo et à Mathilde pour cette présentation. Si d'autres questions vous viennent au cours du webinaire, n'hésitez pas à leur poser directement et puis ils pourront continuer à vous répondre par écrit. Merci. Je vous propose qu'on passe à la prochaine intervention donc de Delphine Baudry et de Manuel Sarraza à 2 voix. Donc, la parole est à vous. Oui, merci Anaïs. Du coup, je vais commencer les premières diapos et puis Delphine prendra le relais, et puis je reprendrai le relais. Enfin, voilà, on fait ça à 2 voix. Donc, on va vous présenter, en fait, on va vous faire une présentation en 2 temps. En fait, un premier temps où chacun va présenter les financements de sa structure et puis un deuxième temps, en fait, où on vous présentera un peu nos critères communs, ce que ça donne en commun sur des projets et un croisement des financements communs. Donc justement, en fait, pour vous montrer qu'on n'est pas chacun dans notre sillon et qu'on essaye d'avancer groupé pour faciliter la vie des porteurs de projets. Donc vas-y. Alors du coup, pour les financements de l'Agence de l'eau, donc je vais vous parler des financements de l'Agence de l'eau Seine-Normandie. Il y a 4 autres agences de l'eau qui ont une façade littorale, en tout cas en France hexagonale. Globalement, sur le fond, nos programmes, quand même, malgré tout, se ressemblent, mais les règles de financement sont spécifiques à chaque façade. Donc, les contacts vont être spécifiques à chaque agence de l'eau. Donc, je vous invite, en fait, pour ceux qui ne sont pas normands et qui sont connectés, il y a beaucoup de normands, mais il y a aussi beaucoup d'autres, de vous référer, en fait, à l'agence de l'eau qui vous concerne. Donc, ce que vous voyez à l'écran, en fait, c'est les grandes rubriques, en fait, du programme d'intervention de l'agence de l'eau Seine-Normandie. Donc, bon, les agences de l'eau, elles financent des actions pour préserver les milieux aquatiques et la ressource en eau. Ce sont des actions qui, en particulier, s'adressent aux pressions sur ces milieux et sur cette ressource en eau, donc continentale et littorale. Ces rubriques-là, elles sont normes différemment, mais globalement, pareil, les agences ont à peu près les mêmes types de rubriques.
Diapo suivante. Donc, si on fait une lecture un peu littorale de ce programme d'intervention, en fait, il n'y a pas de chapitre littoral en fait dans notre programme. Les mesures sont un peu dispatchées au sein des chapitres de la diapo suivante. Donc voilà, vous avez on peut les regrouper en fait sur des thématiques signifiantes pour le littoral. Vous avez le lien vers notre site qui est dans le panel. Et j'en profite également pour dire un truc que j'ai oublié sur la diapo précédente, c'est que nos programmes d'intervention sont définis, ces règles d'intervention, pour 6 ans. Donc en fait, ces règles-là, sauf modification à la marge, ces règles-là sont valables pour une durée de 6 ans. Donc là, le programme d'intervention actuel court jusqu'en 2030 et c'est valable pour toutes les agences de l'eau. Donc c'est assez important. Les aides littorales sur la façade Seine-Normandie, c'est environ 50 millions d'euros par an sur la façade, uniquement en subvention, sur toutes les thématiques que vous voyez à l'écran. Donc vas-y. Donc je vais détailler un peu plus, parler un peu plus du chapitre adaptation au changement climatique. Le sens de notre intervention sur ce sujet-là, c'est bon évidemment l'adaptation, mais avant tout la plus-value écologique de cette adaptation. Donc c'est un peu pour ça aussi qu'on participe à ce webinaire. La préservation des milieux, de la ressource en eau. Bon ben voilà, c'est le sens de notre intervention va être tourné plus vers la renaturation des milieux en particulier, avec un focus quand même sur le gain attendu sur les services et fonctions écosystémiques. Donc le radar que vous voyez à droite, c'est quelque chose qu'on demande, alors pas forcément sous cette forme-là, même si un peu systématiquement d'étudier en fait, en tout cas dans nos aides. Donc ce radar-là, il est tiré en fait d'une méthode développée par le Muséum d'histoire naturelle dans le cadre du Life Adapto. On l'a appliqué sur une dizaine de sites en fait, sur notre façade également. Donc on commence à avoir un peu de recul sur cette méthode-là. Ça permet en fait de fonder les dossiers, de les appuyer sur des éléments un peu plus tangibles et quantifiés, même si tout ça reste quand même du système expert, mais au moins ça fait une base de discussion pour fonder les dossiers. Diapo suivante. Donc, qu'est-ce qu'on finance dans ce cadre-là? Je l'ai dit, donc en particulier les travaux. Donc, les solutions pour je vais pas vous dire toute la diapo. Donc, les travaux dans le sens d'une renaturation, je l'ai déjà dit, avec des taux de subvention qui sont de l'ordre de 80% la plupart du temps, qui peuvent aller au-delà à 90% pour des opérations qualifiées de particulièrement ambitieuses, mais modulo évidemment la règle qui s'applique aux collectivités, donc dont Roméo a parlé juste avant, donc il demande le montage un peu adapté. On va financer également la relocalisation de tout ce qui est infrastructure d'assainissement, ainsi que des mesures d'accompagnement du changement des pratiques agricoles à des taux qui vont de 40 à 80%, ça va être un peu des sujets, plutôt 40 pour tout ce qui est assainissement. Toutes les études de gouvernance et de connaissances, et également de l'ingénierie dédiée au projet de SFN, à des taux de 80%. Donc, et enfin, tous les travaux liés à la gestion de crise. Donc, en résumé, renaturation des milieux, relocalisation des ouvrages d'assainissement et toutes les études connexes qui vont autour et l'ingénierie qui vont autour. Et je passe la parole à Delphine. Donc, rebonjour à tous. Donc, côté région Normandie,
Là, je suis une des représentantes, mais en fait, à la région, on est 5 chargés on est un pôle en fait sur la thématique eau et littoral, qui gère les financements que je vais vous présenter. Et donc, on est un pôle qui est constitué d'une chef de pôle, de 5 chargés de projet et 2 chargés de gestion. Et en fait, chaque chargé de projet a un pool de territoire à suivre. Donc, il y a une répartition géographique ainsi qu'un partage de différentes thématiques. Et donc, moi, étant sur la thématique ingénierie, c'est la raison pour laquelle j'interviens. Mais je crois que dans la salle virtuelle, il y a aussi ma collègue Noémie Castan qui est connectée et qui intervient davantage sur la question des solutions d'adaptation fondées sur la nature. Voilà. Donc, à la région Normandie, on a un dispositif d'aide, une politique qui a été créée dès 2014 et qui s'appuie sur les considérations d'un appel à projet européen. Qui a mis en exergue, mis en évidence qu'en fait, effectivement, pour établir des stratégies de gestion durable du littoral, il fallait se projeter à sur une échelle plutôt non administrative, mais plutôt à une échelle cohérente, donc à l'échelle d'une cellule hydrosédimentaire, voire une sous-cellule hydrosédimentaire, et surtout s'attacher à se projeter à moyen et long terme. Donc c'est la raison pour laquelle on a, dans l'écriture même de cette politique régionale, à l'époque, les élus ont souhaité prendre en compte ces considérations, ces impératifs-là, et notamment accompagner donc les EPCI à l'époque, les communautés de communes, agglo, etc., à l'élaboration de stratégies locales de gestion durable du littoral à moyen et long terme, donc à l'horizon 2050-2100, tout en associant la population et en prenant en compte différents enjeux en lien avec les conséquences du changement climatique, donc le risque de recul du trait de côte, de l'érosion liée à l'accélération, à la multiplication des tempêtes, et puis au risque d'inondation, submersion, etc. Tout en, bien sûr, aussi en associant la population dans les différentes étapes de l'élaboration de cette stratégie et tous les acteurs associés. En plus de en parallèle à cette politique-là, effectivement, on est avec les services de l'État, donc la région accompagne un GIP, un groupement d'intérêt public qui porte le réseau d'observation du littoral, dans lequel effectivement, donc à la fois Hauts-de-France et Normandie, et donc qui permet d'amender ces différentes stratégies. Voilà. Donc l'accompagnement de l'adaptation au changement climatique en milieu littoral à la région, donc ça s'articule effectivement avec les compétences qui sont attribuées aux régions. Donc les régions étant chef de file dans le domaine du de chef de file air, climat et puis protection de la biodiversité. Donc on s'appuie effectivement sur cette compétence-là, sur les compétences en termes d'aménagement et de développement du territoire, notamment à travers l'élaboration du STRADET et notamment l'identification des objectifs et la définition des règles associées, et puis le développement bien sûr économique, donc en s'attachant à continuer les activités économiques dans la mesure du possible. Ça s'articule aussi ces dispositifs d'aide avec plusieurs démarches qui sont en cours, et notamment depuis 2019 et il a été lancé, les travaux ont été diffusés majoritairement en 2020 des experts du GIEC normand. Donc les experts du GIEC normand, c'est notre cellule à nous d'expertise qui réunit près de plus d'une trentaine maintenant je dis peut-être une bêtise, mais oui, 36 experts venus de 3 universités normandes, sur différents sujets, une dizaine de sujets en lien avec le climat.
Et puis, bien sûr, ça s'articule aussi cette démarche sur la stratégie régionale de la biodiversité, donc qui s'intitule Stratégie normande pour la biodiversité 2030. Et en fait, vous avez normalement les liens qui pourront vous être transmis par Anaïs. Et puis, bien sûr, ces dispositifs aussi prennent en compte, et c'est plutôt une conclusion de tout ça, ils prennent en compte donc la promotion, la mise en œuvre des solutions d'adaptation fondées sur la nature, bien sûr la fonctionnalité des milieux littoraux et la prise en compte du patrimoine littoral, naturel et culturel aussi, parce que en région Normandie, on a plusieurs infrastructures qui sont mémorielles et notamment situées sur le littoral. Peut-être l'autre diapo pour vous expliquer un petit peu les dispositifs d'aide pratiquement là. En fait, en gros, donc ça se traduit, tout ce que je viens de vous dire, ça se traduit par la mise en œuvre de dispositifs d'aide consacrés au sujet de l'adaptation au changement climatique en zone littorale et puis sur la thématique de l'eau qui contribue au SAFN à donc un budget de 25 millions d'euros qui s'articule de la manière suivante. On a deux gros dispositifs en fait. Donc d'abord, donc la région gère est autorité de gestion pour le FEDER, donc le Fonds européen de développement régional. Donc là, on a gagé 10 millions d'euros en fait sur la thématique qui vise à favoriser l'adaptation au changement climatique, la prévention des risques de catastrophes et la résilience en tenant compte des approches fondées sur les écosystèmes. Donc ces 10 millions d'euros, ils s'articulent donc il y a deux dispositifs concrets. Donc premièrement les démarches d'animation territoriale. Donc ça fonctionne par appel à projet et ça vise à accompagner donc du coup toutes les démarches d'animation qui pourraient être portées par des collectivités, mais aussi associations, groupements de collectivités, donc à une échelle cohérente, à renforcer en fait les connaissances, la compréhension, l'anticipation et l'acceptabilité nécessaires aux projets d'accompagnement au changement climatique en milieu littoral. Donc aujourd'hui, on a 4 projets en cours, mais on a un appel à projet qui est ouvert là jusqu'au 14 novembre. Et puis, l'autre pilier de notre FEDER, c'est l'autre dispositif, c'est d'accompagner des opérations pilotes de relocalisation d'activités. Donc là, l'idée, c'est encore d'accompagner la relocalisation d'activités, alors soit économiques, soit des infrastructures aussi publiques, des équipements publics locaux, des réseaux. On a là en tête des stations d'épuration qui sont aujourd'hui à 15 mètres du bord d'une falaise et donc qui nécessiterait effectivement d'être localisées. Donc on a identifié ce projet-là notamment. Et donc l'idée c'est qu'à chaque fois qu'une infrastructure est relocalisée en arrière littoral, que le terrain soit finalement renaturé, c'est-à-dire libéré et renaturé pour pouvoir bénéficier de cette aide. Ensuite, on a aussi d'autres financements. On a 15 millions d'euros en fait qui sont inscrits au contrat de plan État-région et pour accompagner notamment, encore une fois, des projets en zone littorale, mais aussi on accompagne aussi sur ce montant-là des projets sur la thématique de gestion durable de l'eau. Et notamment sur la question du littoral, on est sur l'accompagnement d'actions exemplaires d'adaptation.
Comme pour les opérations pilotes de relocalisation dans le FEDER, on est à peu près sur les mêmes la même typologie d'action, mais aussi là on peut accompagner des actions. Ah oui, alors c'est plutôt sur les fonds régions, mais des actions de connaissances, d'innovation dans l'adaptation, et on peut accompagner aussi des stratégies, ces stratégies locales. Notre littoral pour demain dont je parlais dans la slide précédente. Voilà. Donc à la fois une aide à l'ingénierie, à la gouvernance, une aide aux travaux, une aide à la connaissance, et tout ça se fait souvent en cofinancement, agence de l'eau, région, et voire fonds État aussi. Donc un bon projet, c'est ce qu'on a identifié on a identifié quelques principes en fait, on a échangé avec Manuel sur comment on pourrait vous présenter, vous orienter vers un bon projet. Donc, on a distingué à la fois des critères qui répondent à des ambitions et des critères qui répondent plutôt à des préconisations dans le montage de ces projets, de ce bon projet. Donc déjà, la prise en compte des enjeux à court, moyen, long terme. Parce que nous on se projette dans la planification, dans un aménagement, etc. Et donc effectivement, prendre en compte ces enjeux-là en prenant en compte aussi ce que peuvent émettre en prenant l'appui aussi d'une connaissance qui est en prenant en compte aussi ce que peuvent dire les experts, ce qu'ont pu mettre en avant les experts, et ce qui fait consensus en fait. Moyen long terme, donc je vous ai dit c'est plutôt 2100. 2050-2100, une nécessaire plus-value écologique, oui, parce que une nécessaire prise en compte de la fonctionnalité, du fonctionnement des habitats et du principe que les espèces vont évoluer fatalement dans un projet de relocalisation et puis de recomposition du territoire. Avoir aussi un projet global, c'est-à-dire global en termes d'enjeux. Pas penser qu'à l'adaptation au changement climatique en zone littorale, pas penser que la thématique littorale, mais aussi pouvoir identifier potentiellement d'autres enjeux. Aussi par là, ce qu'on préconisait, c'est au niveau de la participation, c'est-à-dire pas prendre en compte tous les acteurs en fait potentiellement qui pourraient être associés à ce projet-là, les usagers, mais aussi les élus, les décideurs bien évidemment, la population, etc. Et puis dans le montage, donc on préconisait d'avoir effectivement un projet avec un pilotage clair et transversal. C'est-à-dire que souvent, comme je vous disais, en fait, dans les stratégies Notre littoral pour demain en région Normandie, on est souvent à une échelle qui dépasse le territoire. Donc ça démontre qu'en fait, on est dans un projet de coopération. Mais bien sûr, des fois, il va y avoir peut-être qu'un acteur qui va vraiment piloter le projet. Dans ce cas-là, effectivement, il faut s'assurer qu'il y ait bien s'il y a un porteur, qu'il y ait bien des conventions de partenariat avec les autres partenaires potentiels, quoi. Et puis, qu'il y ait un comité de pilotage, qui est du suivi. Et aussi, ce qu'on préconisait, c'est que ce projet propose un suivi et une évaluation, donc un suivi effectivement global, mais un suivi et une évaluation aussi pour les enjeux écologiques, un suivi scientifique minimal, par exemple, avant, pendant, après travaux, et puis que ce suivi puisse être utilisé comme une sorte de transfert d'expérience pour nourrir d'autres expérimentations dans le territoire. Et enfin, on préconisait que pour les porteurs d'avoir un planning maîtrisé. Alors ça, c'est pas toujours simple, mais aussi c'était pour démontrer
que peut-être que les financements ne sont pas toujours éternels, et que en tout cas que voilà, effectivement nous aujourd'hui voilà voilà, on a besoin aussi en tant que financeur de savoir jusqu'où vont les projets, comment se projeter en fait dans l'élaboration aussi des financements, des outils de financement. Voilà, voilà. Et puis, je sais pas, Manuel, si tu souhaites rajouter des choses ou compléter. En fait, non, tu as dit l'essentiel, et puis on va continuer sur les diapos d'après, sur un peu les mêmes sujets. Cette diapo-là, c'est pour donner un peu un aperçu des réflexions en cours sur la façade, réflexions suscitées à la fois par l'antériorité des programmes type Notre Littoral pour demain, impulsés par la région, entre autres. Également le Conservatoire du Littoral qui a joué un rôle de précurseur sur le sujet, sur la façade. Alors il y a plein de projets, il y a plein de pastilles jaunes. Mais faut un peu tempérer l'enthousiasme. 98% des projets, en fait, en sont encore au stade de la réflexion. Ce sont des projets qui sont longs à émerger. Le premier coup de pioche, il est pour dans longtemps s'il arrive, parce que ce sont des projets qui sont longs à émerger, autour desquels il y a de la concertation en cours. Mais ce sont quand même des réflexions qui sont en cours. Pour la plupart, en fait, c'est soit de l'accompagnement de la montée du niveau marin, je pense par exemple au Val de Serre, de la reconnexion à la mer un peu en anticipation, je pense en particulier à la SAN, et ou aux travaux plutôt côté Coutances, mer et bocage. Ou des réflexions de relocalisation d'activités. Donc ça a été le cas pour la SAN également. Il y a des réflexions sur des relocalisations de stations d'épuration en Seine-Maritime, également dans le Coutançais. Donc voilà, c'est divers, mais ce sont des projets qui sont longs, d'où l'importance de la visibilité dans les financements dont on vous parlait et de la coordination institutionnelle qu'on essaye d'entretenir au niveau de la région Normandie avec les services de l'État en particulier. Alors, la diapo suivante fait un peu mal aux yeux, c'est fait exprès. C'est un grand tableau qu'on avait commencé en fait à l'occasion de notre littoral pour demain dans le Bessin. Il y a beaucoup de Normands qui sont connectés, qui ont dû se reconnaître sur la diapo précédente d'ailleurs. Et en fait, ce grand tableau-là, qu'on a continué après dans notre cadre, ce grand tableau-là, en fait, il y a trois messages. Le premier, c'est que les opérations SAFN elles sont rarement toutes seules. Il y a toujours tout un tas de choses autour, de concertation, d'urbanisme, de planification, d'adaptation, de relocalisation, donc d'activités économiques en particulier, etc. Et en fait, le message, c'est que en fait, nous, en tant que financeurs, on en est conscient et justement, on cherche un peu à adresser aussi toutes ces problématiques qui vont avec des solutions fondées sur la nature. Le deuxième message, c'est que il y a des financements publics pour ces opérations-là. Il y en a encore. Alors, comme le disait Delphine, nos programmes sont pluriannuels, mais ils sont pas éternels non plus. Donc, après 2030, je ne sais pas ce que seront les programmes des agences de l'eau. Puis le prochain FEDER, Delphine, elle sait pas non plus. Pour l'instant, ils sont là, ils sont encore là pour quelques années, mais ils sont pas éternels. Mais il y en a. Et le troisième message, c'est que, en fait, quand vous regardez le tableau avec un peu de recul, vous voyez que finalement, ce qu'on finance le plus facilement, c'est la partie recomposition territoriale et évidemment en particulier, pas évidemment, et en particulier la partie renaturation SFN. Donc alors on pourrait croire que nos financements se font concurrence, etc. Bon, des fois c'est un peu vrai, mais en fait, en vrai, dans la plupart du temps, ce sont des grosses opérations sur lesquelles finalement le cofinancement est plutôt bienvenu. Ça évite de mettre tous ses œufs dans le même panier.
Et d'autant plus si en fait le porteur de projet a le bon réflexe dès le départ, qui est de mettre tout le monde autour de la table des financeurs d'un coup d'un seul, région, État, agence, et tous ceux qui sont oubliés dans ce tableau-là, la Banque des territoires par exemple. Voilà, en général, on s'entend bien et en quelques réunions, ça avance très très vite, plutôt que de faire ça par silo, en bilatéral. Voilà. Et enfin, la dernière diapo, bon, ça c'est une diapo qui est sur les demandes de l'agence de l'eau, mais en fait, le principe de base est toujours le même, et si ça sera vrai pour la région, ça sera vrai aussi pour les autres. Le premier réflexe, c'est en amont de projet, bah, c'est de nous contacter pour définir, pour un peu peigner le projet, voir de quoi il s'agit, d'être assez en amont sur le montage. Simultanément, c'est encore mieux. Comme ça, en fait, on s'accorde d'entrée. Et puis après, bon, ben, il y a toujours toute la mécanique entre qui va du dépôt de la demande d'aide, l'instruction technique et financière des aides, le passage par une commission. On a tous des commissions, puisque en fait, ce sont des fonds publics. Donc, on a des instances représentatives qui gèrent ces fonds-là pour arriver jusqu'au financement lui-même. Et vous avez les liens évidemment dans le chat. Merci beaucoup à Delphine et à Manuel pour ces présentations. Donc, Raquel, on va pouvoir prendre les questions dans le chat et les poser aux intervenants. Alors, on a une question sur les autres régions françaises. Est-ce que les dispositifs de la région Normandie existent aussi à l'échelle de toutes les régions en France ou pas? Alors, je vous ai présenté vraiment les dispositifs d'aide de la région Normandie. Je pense que chaque région, effectivement, met en place ses propres accompagnements. Alors, pour la Bretagne, il faudrait effectivement voir, je pense qu'il y a des fonds FEDER, en fait, de mobiliser, en fait, notamment sur... j'ai déjà eu un échange avec mon homologue en fait de Bretagne, je pense sur l'accompagnement des stratégies locales de gestion durable du trait de côte, il doit y avoir des accompagnements. Mais il faudrait prendre leur attache, je vais essayer de trouver le lien sur leur site internet. Et je profite juste pour compléter que dans le deuxième webinaire de ce cycle de webinaire du parcours littoral, on a eu l'intervention côté région Bretagne d'Olivier Lozac-Meur qui avait pu présenter en effet une partie de l'accompagnement proposé par la région Bretagne. Donc n'hésitez pas à aller retourner voir en replay ce webinaire-là si vous souhaitez en savoir un peu plus sur les aides en Bretagne et effectivement à prendre contact auprès de vos régions respectives pour connaître leur dispositif d'accompagnement financier. La deuxième question, c'est sur les activités privées. Est-ce que une activité économique privée sur le littoral, notamment sur les dunes, peut-elle bénéficier d'une aide à la relocalisation? Alors, pour l'agence de l'eau, non. On finance pas la relocalisation des biens et des activités, à l'exception des ouvrages et infrastructures de eau potable assainissement. Alors, pour la région Normandie, oui, c'est possible. Alors, pas pour les bâtiments, pas pour le bâti privé, enfin c'est-à-dire les maisons, hein, voilà, les particuliers, mais pour les activités économiques, oui, c'est possible. Voilà, d'être accompagné sur des fonds FEDER ou CPER en fait, région CPER. Alors après, tout ceci, effectivement, en lien aussi avec la réglementation européenne en vigueur en matière d'aide d'État, quoi. Donc avec des plafonds d'aide. La troisième question concerne les financements pour l'adaptation et la récomposition littorale. Est-ce qu'on a une idée de la répartition actuelle des financements publics sur les défenses contre la mer traditionnelle et les projets d'adaptation plutôt souples?
De notre côté, non, on n'a pas vraiment d'idée. La réalité, c'est que ça devient de plus en plus compliqué de financer des ouvrages. Il y a de plus en plus de petites lignes et de cadres dans lesquels, notamment le système d'enseignement, mais les collègues de la direction de l'eau sont plus experts sur le sujet. Euh, et la partie solution fondée sur la nature et surtout relocalisation, et c'est beaucoup plus long de décider les acteurs à déplacer un camping, une masse conchylicole ou d'autres infrastructures que de construire ou conforter une digue. Ça c'est vrai, mais c'est pas perdu. Juste pour tenir le timing, on pourra peut-être répondre aux autres questions par écrit et on pourra continuer. Complètement, oui. N'hésitez pas, du coup, Delphine, Emmanuel, si vous voyez passer les questions, à y répondre directement par écrit. Et donc, on va pouvoir enchaîner avec Valentine Norev pour la présentation de CDC Biodiversité et du programme Nature 2050. À toi, Valentine. Merci beaucoup Anaïs. Donc rebonjour à toutes et tous. Donc comme je vous disais, Nature 2050, c'est le programme de mécénat CDC Biodiversité et on est une solution de financement privé qui va permettre de compléter les financements publics et les fonds propres de projets de SFN. Alors, si tu peux passer. Voilà, super. Donc le programme Nature 2050 a presque 10 ans. On a été créé en 2016. Et c'est vraiment au lendemain de l'accord de Paris. Et à l'époque, le propos est de se dire, même si on respecte l'accord de Paris, même si on reste sous le degré 5 de réchauffement climatique, il y aura un impact du changement climatique sur les territoires. Comment on fait pour renforcer l'adaptation des territoires aux effets du changement climatique et comment est-ce qu'on implique les acteurs privés, les acteurs économiques privés. Alors aujourd'hui, on sait très bien que on ne respectera pas le degré 5 et l'accord de Paris. Mais on continue à essayer donc de mobiliser les acteurs économiques pour financer, pour cofinancer des projets de solutions fondées sur la nature pour aider l'adaptation des territoires aux effets du changement climatique. Et on a également une forte ambition scientifique et de suivi, puisqu'on s'appelle Nature 2050. Ça veut dire qu'on va suivre les projets jusqu'en 2050. Donc tous les projets qu'on cofinance, on va conventionner avec eux jusqu'en 2050. Ça nous permet de mettre en place une démarche suivi évaluation sur le long terme pour capter toutes ces données. L'objectif étant de faire la preuve de l'intérêt des SFN pour la résilience des écosystèmes par rapport aux solutions digitalisées. Je passe à la slide suivante. Super, merci. Donc le programme Nature 2050, je vous le disais, a été créé par CDC Biodiversité. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas l'entreprise, on est une filiale privée du groupe Caisse des dépôts, donc on est vraiment une entreprise privée. Et donc en 2016, on crée le programme Nature 2050. En 2019, on crée un fonds de dotation. Qui s'appelle le fonds Nature 2050, pas trop imaginatif sur les noms, mais du coup, ça nous permet de soutenir le programme et d'offrir la possibilité aux entreprises qui contribuent au programme Nature 2050 de défiscaliser leurs dons, c'est ce que permet de faire un fonds de dotation. Et on a également un comité de pilotage et le conseil d'administration du fonds qui est composé des structures que vous voyez à l'écran, donc l'ADEME, FNH, FNE, les Écomères, la LPO, le MNHN et l'OFP. C'est des institutions qu'on va réunir 4 fois par an. Leur premier rôle, c'est de nous accompagner dans la sélection des projets. C'est-à-dire que l'équipe fait une première sélection des projets qui est ensuite validée par le comité de pilotage et le conseil d'administration. Ça nous permet de nous assurer que tous les projets qu'on cofinance sont pertinents, sont vraiment des SFN et vont avoir un impact positif sur la biodiversité et sur les territoires. Le COPIL et le CA vont également nous accompagner sur les orientations stratégiques du programme, sur l'évolution du programme et sur comment on suit les projets jusqu'en 2050. On fonctionne par ce qu'on appelle des trains projets. Alors, j'ai regardé rapidement les présents. Il y en a certains qui nous connaissent. Mais du coup, à fin 2024, on a 104 projets. On intervient en France métropolitaine et outre-mer. Et donc, je disais par
train de projet, donc c'est tous les projets de l'année en cours. En 2024, on a intégré 22 projets. On est en train de finaliser le train 2025. On devrait être à peu près sur les mêmes volumes. Et donc, à la fin 2024, c'est 104 projets qui sont intégrés au programme Nature 2050 depuis 2016, qui sont suivis jusqu'en 2050. Ça correspond au total à 670 hectares de surface d'intervention directe, donc vraiment là où les travaux vont être réalisés, et plus de 11 000 hectares de surface totale qui va bénéficier des actions mises en place. L'exemple que je prends souvent, c'est des projets, alors on s'éloigne un peu du littoral, mais des projets de plantation de haies, où en fait la surface d'intervention est vraiment là où on plante les haies, et la surface totale impactée, ça va être, on définit avec le porteur de projet, est-ce que c'est le sous-bassin versant, est-ce que c'est l'exploitation agricole, etc. On intervient sur 5 sites d'action, donc vous voyez les petites icônes à l'écran. Donc les zones humides des cours d'eau, les transitions agricoles et forestières, la biodiversité mobile, les continuités écologiques et des écosystèmes marins et côtiers. Raquel vous a mis dans le travail d'institution le premier lien, c'est notre carte, cette carte-là. Et les pastilles sont cliquables, donc ça vous permettra d'en savoir un peu plus sur les projets qu'on cofinance. Ça permet de vous envoyer vers la fiche projet. Donc, je vous parlais également donc du travail sur le long terme qu'on met en place et la démarche suivi-évaluation. On a plusieurs types d'indicateurs qu'on suit. Le premier étant les indicateurs qu'on appelle programmes, qui vont être communs à la quasi-totalité des projets. Alors, quasi-totalité, parce que ce qu'on suit, c'est des indicateurs de santé des sols et d'abondance en azote 15 dans les végétaux. C'est des indicateurs un peu historiques du programme Nature 2050. Mais du coup, forcément, c'est des indicateurs qui ne peuvent être suivis que sur les projets où il y a du sol et des végétaux. Et je pense notamment à un projet 2024 qui est un projet de repiquage de Posidonie en Méditerranée. On peut pas faire ce type de suivi. Mais c'est des suivis qui sont, quand c'est possible, pris complètement en charge par le programme Nature 2050. Et on a un partenaire, Genesis, qui réalise les prélèvements, réalise les analyses et après met à disposition des porteurs de projets et de Nature 2050 les résultats de ces suivis sur une plateforme. C'est quelque chose qui est complètement gratuit pour le porteur de projet. Et c'est aussi quelque chose qu'on est en train de travailler pour pouvoir le mettre à disposition des contributeurs, mais sur des agglomérations qui seront pertinentes. L'idée n'est pas du tout de donner des mesures spécifiques d'un projet aux contributeurs. On sera plus sur des agglomérations géographiques. On a ensuite ce qu'on appelle les indicateurs projets, donc qui là vont être plus spécifiques à chaque projet. On a 3 catégories: biodiversité, climat et accord pour le territoire. Et donc là, on a quelqu'un dans l'équipe qui est spécialisé en détermination des indicateurs avec les porteurs de projet. L'idée est à la fois d'avoir des indicateurs cohérents à l'échelle du programme, qu'on puisse comparer les projets entre eux et qu'on puisse avoir des données globales, mais aussi d'avoir des indicateurs qui seront effectivement suivis jusqu'en 2050. Du coup, on va beaucoup s'appuyer sur ce que peut faire le porteur de projet, ce qu'a déjà prévu de faire le porteur de projet. C'est-à-dire qu'on ne va pas du tout s'attendre aux mêmes indicateurs pour un projet qui est porté, par exemple, par une structure telle que la LPO, qui va faire des inventaires avifaune tous les ans, un projet qui serait porté par une toute petite collectivité de 400 personnes, enfin de 400 personnes, oui, où le conseil municipal fait tout en régie. On ne va pas leur demander des inventaires avifaune aussi exhaustifs que ce que pourrait faire la LPO. Dans ce cas-là, on va plus les rediriger vers des protocoles de suivi participatif. Donc, on s'adapte beaucoup à ce que peuvent faire les porteurs de projets. On a ensuite ce qu'on appelle les indicateurs de déploiement. Là, c'est vraiment le suivi des actions mises en œuvre, le linéaire de haies plantées, les surfaces des imperméabilisées, le linéaire de ganivales plantés sur des dunes, le nombre d'arbres, le linéaire de cours d'eau renaturés, ce genre de choses. Et enfin, classiquement, un suivi photographique, c'est-à-dire qu'on détermine des positions de photos et un pas de temps de prise de photos qui va s'étioler au fil du temps. Et tous les ans, en fait, on a ce qu'on appelle la phase de reporting. Donc, l'équipe projet de Nature 2050 va contacter les 104 aujourd'hui porteurs de projets pour avoir la remontée des informations des indicateurs, qu'est-ce qui s'est passé sur le projet, et en faire nos rapports annuels que je vous invite à consulter sur le site de CDCB. Je passe à la slide suivante. Voilà, super. On est vraiment, enfin, l'objectif de Nature 2050, c'est d'avoir une dynamique collective. Donc, à la fois avec nos porteurs de projets qui sont très variés,
Et on a beaucoup de collectivités territoriales. C'est notamment dû au fait qu'on a fait 2 appels à projets, 3 maintenant avec celui de cette année, avec la métropole du Grand Paris qui vise spécifiquement les collectivités du territoire de l'NGP. On a aussi des associations, des établissements publics et des gestionnaires d'espaces naturels, des exploitants agricoles et forestiers, quelques entreprises qui ont un cas vraiment très particulier sur lequel je ne m'étendrai pas ici. Mais du coup, dans le cadre de cette dynamique collective, on va aussi faire le lien entre les porteurs de projets et les contributeurs. C'est quelque chose qui est très apprécié des contributeurs généralement, c'est quand on les emmène sur le terrain et qu'ils vont voir les projets qu'ils ont pu aider à financer. C'est quelque chose qu'on a fait régulièrement, qui marche bien. Alors, on va mettre personne sur une pelleteuse, mais on peut faire des présentations quand c'est possible pour le porteur de projet ou juste une visite de site. Ça permet à la fois aux porteurs de projet de montrer leur projet. Ils sont toujours très contents de recevoir les contributeurs. Ça permet aussi aux contributeurs de valoriser leur engagement auprès des salariés. Et ça peut aussi leur permettre de construire un peu une image de marque qui leur permet de se démarquer de leurs concurrents en participant à Nature 2005. Donc, effectivement, donc on a besoin de l'argent des contributeurs pour cofinancer les projets de solutions fondées sur la nature. On est assez flexible avec nos contributeurs, c'est-à-dire que c'est soit une contribution qui passe par CDC Biodiversité, soit par le fonds, auquel cas ils peuvent défiscaliser leur donation. Le montant peut être un montant forfaitaire sur un one-shot, sur une convention sur un an, ça se fait. Ça peut être des conventions de plusieurs années, ce qu'on essaye de privilégier parce que forcément c'est plus intéressant et plus sécurisant pour nous. Ça peut être une métrique qui dépend de l'activité du contributeur, de ce que ce soit des kilomètres circulés, une emprise au sol, enfin tout est possible. De toute manière, c'est complètement volontaire. On est vraiment au-delà des engagements réglementaires, enfin des obligations réglementaires, pardon, des contributeurs. Nous, par contre, l'engagement qu'on prend, c'est 5 € un mètre carré. C'est-à-dire que pour chaque tranche de 5 € versée au programme Nature 2050, ça se retrouve dans un mètre carré de territoire restauré, adapté au changement climatique jusqu'en 2050, qui sera cofinancé par le programme Nature 2050. Ici. Voilà, donc ce sont les derniers chiffres. Alors les prochains seront à jour en mars, fin mars 2026 avec la sortie du rapport annuel 2025. Mais au global, on est sur un peu moins de 20 millions engagés entre 2016 et 2024, avec plus de 5 millions de la part de la métropole du Grand Paris dans le cadre des 2 appels à projets qu'on a fait ensemble, et des contributeurs qui sont très variés. On a des contributeurs, on va dire, cousins du groupe Caisse. On a des entreprises, des grosses entreprises, des petites entreprises. Il n'y a pas de ticket minimum pour entrer au programme Nature 2050. Par contre, nous, ce à quoi on fait attention, c'est que la contribution de l'entreprise soit cohérente avec son activité et avec ce qu'ils peuvent faire. L'objectif n'est pas d'être la caution de greenwashing de certaines entreprises, et on s'attache à ce que les donations soient cohérentes globalement. Alors, vous en avez peut-être entendu parler, on fait la 3e édition de notre appel à projet commun avec le Fonds Maïf pour le Vivant, qui est vraiment notre plus gros donateur de ces dernières années. On vous a mis le lien dans le chat si vos structures souhaitent y participer. On a pas mal communiqué dessus à l'occasion des 2 premières éditions et là tout l'été pour permettre aux éventuels candidats de préparer leur candidature, parce qu'on sait que c'est toujours un peu complexe. Donc, la plateforme ouvrira le 16 septembre, donc vraiment la semaine prochaine, sera ouverte jusqu'au 13 novembre à midi. Et l'objectif est de nous proposer des projets de solutions fondées sur la nature. Il y a donc sur le lien que nous a envoyé, il y a également le règlement de l'appel à projet. C'est classiquement vraiment les mêmes conditions d'éligibilité que les projets Nature 2050. La première sélection est faite par l'équipe du Fonds Nature 2050, donc comme tout projet qui passerait par Nature 2050 de manière normale. Et ensuite, donc ça passe dans notre CA, et ensuite il y a une 2e sélection par les équipes du Fonds Maïf pour le Vivant. Et les résultats seront annoncés en mai 2026. Sur les 2 premières éditions, on avait 11 projets lauréats la première année, 10 cette année, et à peu près un total de 1,5 million qui est distribué aux lauréats pour faire émerger leur projet. Le 2e point de cette intervention, c'était de vous expliquer un peu, nous, ce qu'on cherche dans les projets de solutions fondées sur la nature. Le premier, en termes d'éligibilité au programme,
Le premier point, ça va être des actions qui sont finançables. Donc, on a besoin que ce soit des solutions de protection de la nature. Et nous, on intervient sur le financement de travaux. On ne finance pas les études, on ne finance pas les suivis, on ne finance pas de temps humain de montage de projet. On a besoin que ce soit des porteurs de projets d'intérêt général, notamment avec un fonds de dotation, puisque le fonds de dotation Nature 2050, on peut donner de l'argent que à des structures éligibles au mécénat au titre de l'article 138 général des impôts. Le territoire, donc on intervient en France métropolitaine et outre-mer, qui est assez vaste et ce qui concerne tout le monde ici, il me semble. Côté Nature 2050, on peut prendre en compte des demandes de financement entre 50 et 200 000 euros. Dans le cadre de l'appel à projet avec le fonds Manif pour le climat, on va de 80 à 500 000 euros. Et on demande à ce qu'il y ait des cofinancements qui soient prévus, surtout des cofinancements publics. On n'est jamais les seuls financeurs d'un projet. Et on a aussi besoin que les projets soient pérennisés, donc c'est-à-dire pérennisables, c'est-à-dire que le foncier doit être sécurisé ou sécurisable, parce que on conventionne jusqu'en 2050, donc on fait beaucoup attention à ça. Et on doit pouvoir mettre en place des actions de suivi. Je passe à la suite suivante. Voilà. Là, du coup, c'est ce qu'on va regarder spécifiquement et ce qui fait un bon projet au-delà d'un projet éligible. C'est un projet dans lequel il y a eu des études préalables qui vont justifier l'intervention, qui vont justifier le besoin de travaux, parce que parfois il suffit de rien faire et ça coûte moins cher et c'est tout aussi bien pour la biodiversité. Des indicateurs de suivi qui soient prévus, une vision globale dans l'écosystème. On n'a pas vraiment de vision espèce, par exemple. On va vraiment regarder sur la totalité du territoire l'intérêt du projet. Une surface minimum, alors normalement c'est 5000 m². Après sur les projets, on peut être un peu plus précis sur un type de projet, mais globalement on intervient très rarement en dessous de 5000 m². On a aussi besoin que le projet ait de moins en moins besoin de gestion, que le projet soit pérennisable, que les essences soient adaptées. On fait très attention aux palettes végétales qu'on propose, qu'il y ait une articulation biodiversité, climat, territoire, des cofinancements publics, j'en ai parlé, que la gouvernance du projet soit cohérente et inclusive, et de la même manière qu'on soit sur une démarche territoriale. Et alors, je vais aller assez rapidement sur ce projet-là parce que je vois le temps qui file. C'est un projet qui a été introduit au programme Nature 2050 en 2022, il me semble, qui est situé sur le littoral audois, près de Leucate. C'est en fait la presqu'île de la Corrège où il y avait des anciennes routes et des pistes où il y avait beaucoup de monde qui venait se garer l'été, notamment parce que c'est une zone balnéaire et touristique très très appréciée. Ça a fragmenté l'habitat. Il y avait les oiseaux ne pouvaient plus nicher. Donc l'objectif a été de réduire l'utilisation du site et aussi de désimperméabiliser les routes, de décompacter les pistes et de restaurer des habitats dunaires tout en cadrant la fréquentation. Et si vous allez sur les slides suivants, là en haut vous avez la vision du site à quoi il ressemblait avant les travaux. Et l'équipe a été sur place la semaine dernière, donc c'est très récent. Normalement, la slide suivante, je crois. Voilà. Maintenant, ça ressemble à ça. Donc, c'est un projet qui fonctionne très bien. Donc, c'est un projet éligible puisque en France métropolitaine, avec un porteur de projet éligible au titre du Code des impôts, avec des solutions fondées sur la nature. On n'a pas eu de souci pour sécuriser le foncier, c'est du foncier de la collectivité. C'est une petite demande de financement, mais on rentrait dans les clous et il y a des financements publics qui sont prévus et qui ont permis de réaliser le projet. Voilà, donc ça, c'est des nouvelles photos d'illustration toutes fraîches de la semaine dernière sur le projet. Et je pense, voilà, donc là, le projet était exemplaire aussi puisque il y a des études préalables qui ont été mises en place, le choix des essences était pertinent, une vision écosystémique et à terme, il y aura de moins en moins de besoins de gestion. La gouvernance était cohérente, c'est-à-dire que tous les acteurs du territoire ont été consultés et le projet faisait consensus. Les indicateurs étaient prévus. Et on a bien une articulation biodiversité avec la reconquête de ce site, climat avec la restauration et le maintien des dunes, sur la gestion du risque de submersion, et un axe territoire avec une vraie sensibilisation, notamment dans le cadre de la gestion de la fréquentation de cette zone, si comme ça un peu moins, pouvait être un peu erratique. Et voilà, c'est la fin de ma présentation. Question.
Donc on va pouvoir, merci beaucoup Valentine, on va pouvoir prendre les quelques questions qui sont arrivées dans la boîte à questions. Donc Raquel, je te laisse les prendre. Ouais. Alors, il y a une première question pour Valentine sur les porteurs de projets agricoles et forestiers. Il y a quelqu'un qui demande quelques exemples, si tu as à nous donner. Et comment parvenez-vous à aider les agriculteurs en dehors des aides habituelles existantes? Merci pour cette question. Alors, l'aide qu'on apporte aux agriculteurs peut être un peu en deux fois. C'est-à-dire que historiquement, avant notamment la création du Fonds Nature 2050, on a eu notamment un partenariat avec un concours qui s'appelle, enfin un appel à projet Arbre d'avenir, qui fait qu'on a sélectionné des projets d'agroforesterie. Où on est intervenu spécifiquement auprès directement d'agriculteurs, donc qui étaient lauréats et qui sont porteurs de projets Nature 50. Donc directement les agriculteurs. En termes d'action, c'est souvent des mesures d'agroécologie, donc beaucoup de plantations de haies. C'est vraiment ce qu'on fait le plus. Des mares également, ça représente la quasi-totalité des projets sur lesquels on intervient avec les agriculteurs. On le fait toujours, mais on s'est rendu compte au fur et à mesure que le programme grandissait que c'était compliqué aussi pour les agriculteurs. Parce que, surtout sur l'engagement jusqu'en 2050, qui est compliqué à demander aux agriculteurs, est-ce qu'on comprend bien? C'est-à-dire que tous les ans, nous, on essaye de contacter nos agriculteurs pour avoir des informations sur le projet, ça devenait vite lourd pour eux. Aujourd'hui, ce qu'on essaye de privilégier, c'est un projet global porté par une structure éligible au mécénat au titre du Code général des impôts. Donc, typiquement, une collectivité ou une association qui va agglomérer plusieurs projets agricoles. Ça veut dire que c'est cette structure entre nous et les agriculteurs qui va recevoir les fonds, qui va redistribuer et permettre de faire les actions qui sont financées et qui va faciliter un peu la vie des agriculteurs. Et il y a une deuxième question concernant les fonds Nature 2050. Est-ce que le démarrage du projet peut être antérieur à la date de conventionnement? Alors, c'est pas impossible. On essaye d'éviter puisque on a besoin un peu d'une baseline et d'un niveau zéro pour les suivis. Après, souvent, ce qui fonctionne bien, c'est quand on arrive dans le cadre d'un programme où il y a plusieurs projets et par exemple certaines actions de renaturation ont déjà été réalisées à certains endroits et nous on arrive dans d'autres endroits. Mais généralement, on évite que les actions aient déjà commencé depuis trop longtemps. Souvent, on est le dernier bouclage du plan de financement des porteurs de projets. Et il y a une troisième question sur les cofinancements. Pourquoi c'est un critère pour vous avoir des cofinancements et notamment des cofinancements publics? Ouais. Alors, déjà, Nature 2050 a pas vocation à remplacer les financements publics. C'est pas du tout l'objectif de Nature 2050 parce que, enfin, pour nous, c'est important aussi, ça reste le rôle de la puissance publique. Notre objectif est de soulager les financements publics. Le deuxième point, c'est aussi dans une question de cohérence territoriale. Souvent parce que nous, un projet qui va être soutenu notamment par l'agence de l'eau et qui a besoin d'un surplus Nature 2050, ça nous rassure dans le fait que le projet sera pertinent. Et c'est surtout aussi dans cette dynamique collective dont je vous parlais tout à l'heure qui est importante pour nous. C'est très rare qu'on soit les financeurs uniques. Je pense que ça n'est jamais arrivé. Ce qui a pu arriver, c'est des financements à peu près Nature 2050 et porteurs de projets, mais qui a dû arriver une fois ou deux au tout début du programme et qui aujourd'hui ne se fait plus trop, parce qu'on est vraiment dans une démarche collective. Et on a encore plusieurs questions qu'on va pouvoir répondre par écrit, mais juste une petite dernière qui a un lien justement à ce que tu viens de dire. Est-ce que les fonds au public ils doivent être majoritaires ou pas dans le financement de projet? Alors, habituellement, on va être autour de 5 à 20%. Ça dépend vraiment du type Alors, c'est pas une demande que ce soit majoritaire. Souvent, c'est majoritaire. Ça va vraiment dépendre de comment le porteur de projet réussit à faire son plan de financement.
Ça dépend des programmes existants. Enfin, c'est pas une demande, mais c'est souvent le cas. Voilà. Merci beaucoup Valentine et puis Raquel pour la gestion des questions. Donc s'il en reste qui arrivent dans la boîte à questions, Valentine, tu peux y répondre par écrit. Donc on va pouvoir remercier les intervenants du jour pour leur présentation. Donc merci beaucoup à toutes et tous. Donc on va pouvoir conclure ce webinaire qui, je le précise, est donc enregistré. Vous pourrez bénéficier du replay de ce webinaire. Raquel va pouvoir vous mettre les liens pour aller consulter les replays des précédents webinaires et avoir accès aux prochains webinaires qui seront mis sur ces mêmes pages, où vous aurez donc le diaporama de chaque webinaire et donc le lien vidéo. On vous a remis dans ce diaporama-là aussi quelques ressources. Donc c'est une slide qui compile l'ensemble des ressources partagées aujourd'hui et quelques ressources supplémentaires et notamment des ressources spécifiques plutôt au territoire ultramarin, puisqu'on n'a pas forcément fait un focus sur les spécificités de ces territoires-là en termes de guichets de financement et de montage financier des projets. Donc vous pourrez retrouver dans les ressources un lien vers un guide des financements des projets en faveur de la biodiversité dans les territoires d'outre-mer français et également un lien qui vous renverra vers des ressources, vers un panel de ressources et notamment des webinaires qui ont lieu en début d'année 2025 sur l'accès donc au financement des projets fondés sur la nature, donc de solutions fondées sur la nature, à la fois côté Antilles, Guyane et Océan Indien, et d'autre part côté Pacifique. Concernant la suite donc du parcours littoral, donc des webinaires sont encore à venir en ce mois de septembre. Donc, je vous ai remis les dates des 2 prochains webinaires qui nous occuperont. Donc un qui sera plutôt centré sur des instruments donc, juridiques, les stratégies foncières comme levier pour faciliter la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature en milieu littoral. Et donc, on en parlait juste avant, un webinaire qui sera consacré aux spécificités des territoires ultramarins, qui aura lieu donc le 23 septembre. Et je précise bien que l'heure indiquée est l'heure hexagone, puisqu'on a eu ces questions-là à plusieurs reprises. Donc, je reprécise que c'est bien l'heure hexagone pour tous les webinaires du cycle. Et vous allez recevoir dans le courant de la semaine une actualisation aussi du programme détaillé qui inclut désormais les dates des 3 derniers webinaires du parcours qui auront lieu en octobre sur, encore une fois, différentes thématiques. Donc le webinaire numéro 6 qui portera davantage sur une approche pluridisciplinaire au service de la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature sur le littoral. Un 7e webinaire plutôt centré sur des approches techniques en lien avec les SFN, donc choisir la meilleure approche pour adapter son littoral aux risques côtiers. Et enfin, un webinaire de clôture qui permettra d'ouvrir des perspectives sur quel avenir pour les solutions fondées sur la nature et d'évoquer ensemble aussi les différentes stratégies autour des solutions hybrides qui se développent sur les littoraux. Côté visite terrain maintenant dans les régions, un mois de septembre très riche en visites puisque on a un total de 5 visites qui vont se succéder à partir de jeudi en commençant par la Bretagne. Je précise que la visite est complète et qu'une liste d'attente est mise en place pour cette visite, mais si vous êtes intéressé, vous pouvez tout de même vous inscrire via le formulaire d'inscription. Vous aurez aussi la possibilité de vous inscrire à la visite en Nouvelle-Aquitaine pour le jeudi 18 septembre. L'Occitanie, ça sera le lundi 22 septembre. On aura une visite en Outre-mer, ça sera en Martinique, dans la baie de Fort-de-France, plus précisément à Ducos, donc le vendredi 26 septembre. Là, pour le coup, l'horaire est un horaire local, donc 9h30, 11h30. Et enfin, en PACA, la visite avait été initialement prévue le 10 septembre. Pour cause de manifestations nationales, elle a été reportée au 30 septembre. Et enfin, pareil, vous recevrez l'actualisation pour les dates du mois d'octobre dans le courant de la semaine pour ces 3 dernières visites du parcours littoral. Une en Pays de la Loire sur le site de Corsay le jeudi 2 octobre. En Normandie, ça sera le Val-de-Serre le 8 octobre. Et enfin, en Hauts-de-France, pour la baie d'Authie le vendredi 17 octobre. Donc l'inscription, je le rappelle, est gratuite, mais elle est obligatoire. Donc vous avez le lien d'accès dans le chat du webinaire pour vous inscrire et vous recevrez également dans le courant de la semaine un petit rappel avec les nouvelles dates que je viens de vous présenter. Voilà pour cette conclusion. Donc on va pouvoir clôturer ce webinaire. Donc si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à nous contacter côté Life Artisan ou Life Adapto Plus.
Et également, vous avez les coordonnées des intervenants dans le diaporama qui sera mis à votre disposition. Donc, n'hésitez pas à revenir vers eux pour des sollicitations plus spécifiques. Et je vous dis donc à très bientôt pour les prochains webinaires et peut-être les prochaines visites.